Bonjour, bonsoir, ici Piero San Giorgio. Alors nous sommes à Liège dans le très célèbre dojo Le Ronin avec Jacques Debatty qui en Belgique est très très connu dans le monde du karaté. Et la dernière fois où j'étais ici pour une conférence, vous m'aviez offert ce livre, Oser le conflit. Et je l'ai lu, je l'ai montré, je l'ai annoté. J'ai carrément usé un Stabilo Boss entier pour noter tellement il y avait des choses qui me paraissaient intéressantes. Euh, bon, comme on a décidé de faire cette vidéo un peu vite, comme ça, Jacques, je sais quoi votre parcours vous avez fait beaucoup de choses. Oui, grand parcours art martial. Je pratique le karaté depuis l'âge de 15 ans et j'en ai 59. Le total, c'est pas mal. Hein, Ouais. j'ai jamais arrêté. J'ai. Comment que dire, si je commence à raconter ma vie, ça risque d'être long. 59 ans. Donc voilà, moi je suis devenu un expert dans les arts martiaux, mais j'ai combiné ça avec la communication en situation de crise, l'éthologie animale et leur comportement en situation de crise, et les neurosciences. Et donc le tout fait que j'ai une approche assez originale de l'être humain en situation de crise, et au lieu d'aller à contre-courant, je vais dans le courant du bon sens, même si c'est prétentieux à dire, mais le courant du bon sens, c'est qu'il y a moyen d'oser le conflit et de le rendre très productif, puisqu'on peut se faire des amis grâce à ça. Je prends toujours l'exemple de. Je pense qu'il y a dans le temps, en tout cas déjà à mon époque, mais à ton époque c'était sûrement comme ça, à l'école, les enfants, lorsqu'ils avaient un problème, ils se battaient, puis finalement ils trouvaient un terrain d'entente et à la fin c'était les meilleurs amis de leur vie. C'est toujours le cas. Aujourd'hui, on leur donne des cellules psychologiques, on les empêche de se battre, on les empêche de faire du conflit. Et j'ai trouvé intéressant que le livre approche le monde de l'entreprise d'où je viens, qui finalement a tendance à éviter le conflit. Et moi, je viens d'une culture, la culture suisse, où on a plutôt tendance à ne pas aimer le conflit. Et j'ai trouvé que c'était très intéressant, dès le départ du livre, de dire, en fait, non, le conflit, il faut aller vers le conflit et le ritualiser. C'est ça. Pour éviter le conflit de survie. Voilà. Ce que les gens craignent le plus, puisqu'ils ne savent pas dissocier la survie du rituel, comme ils ne connaissent pas ces notions-là, bien, le conflit, c'est mauvais pour tout. C'est vrai que la guerre, c'est pas bon, mais le conflit, de pouvoir se dire de manière authentique, vraie, et vérifier que ce que je dis, même si c'est pas confortable à entendre, ça puisse être accepté, on va pour finir s'entendre beaucoup mieux que si on avait évité le conflit. Donc là, c'est une démarche intéressante. À partir du moment où on ritualise le conflit, eh bien, les choses deviennent vraiment très différentes. Alors, dans le livre, il y a une première partie où vous expliquez très très bien comment fonctionne justement neurologiquement la structure de notre cerveau, le cerveau reptilien, c'est quoi le limbique, le deuxième, la partie mammifère, ensuite le néocortex. Et moi, ce qui m'intéressait, alors moi, je veux juste, enfin, si les gens nous écoutent, je dis franchement, ça vaut vraiment la peine de. Si les gens veulent acheter ce livre, il faut quoi? On vous envoie un email? Il faut m'envoyer un email parce qu'il est épuisé. Ah, pas moi, mais le livre. c'est quel. Ils envoient un email c'est quoi votre email? Alors, c'est JACKY, Jackie. .debatty, D-E-B-A-2-T-Y, @gmail.com. D'accord. Et voilà, il suffit. Je le mettrai. Et parce que ça, c'est vraiment un livre qui vaut la peine. Alors ensuite, là où je voulais en venir, c'est que, vous le savez peut-être, moi j'écris et je parle souvent du domaine de la survie. Et prochainement sur comment est-ce qu'on peut être en forme, donc en bonne forme physique et mentale pour la survie. Et il y avait deux points qui m'intéressaient dans votre parcours. Le premier, c'est lorsque l'on veut être en forme, cela nécessite une certaine discipline, comme toute chose dans la vie. Et justement, par votre parcours, notamment dans les arts martiaux, le karaté notamment, cela demande une grande discipline. Donc déjà, à la base, comment est-ce qu'on fait pour s'entraîner, pour acquérir une discipline pour quelqu'un qui n'a peut-être pas l'expérience des arts martiaux ou... Comment on fait pour démarrer? Je suis mal placé. Je suis passionné. Et quand on est passionné, on ne compte pas. C'est vrai. Donc, moi, les heures, je les avalais. Il y a même une époque, pendant quand même près de 20 ans, je m'entraînais 8 heures par jour. Et donc, c'était énorme. Et
mais j'en voulais tout le temps. Donc, pour moi, c'est pas contraignant. C'était un plaisir, même une drogue, tellement le corps me rendait de le faire. Donc, de là de dire que c'est une discipline, c'en est devenu une parce que c'est passionnant. Mhm. Et donc, une discipline dans le sens où, par l'entraînement et la rigueur, on obtient des très bons résultats, mais je ne trouve pas que c'est une discipline dans ce cas-là. Donc, c'est difficile à dire que c'est une discipline. Parmi vos élèves, vous en avez eu donc des milliers, j'imagine, Quand depuis, même pas depuis mal, ce oui. temps. Ouais. Eux, peut-être, sont pas tous, en tout cas pas peut-être pas au départ, justement avec cette passion. Comment est-ce que vous leur apprenez cette discipline à vos élèves? Mais, tout d'abord, j'ai une particularité, c'est que, étant sourd de l'oreille gauche de Ah naissance, oui, ça m'a invalidé terriblement pour pratiquer. Ça paraît particulier, et ça m'est paru particulier, puisque je n'utilisais jamais mon bras gauche ni ma jambe gauche. Étant donné que mon oreille droite fonctionne hyper bien, je me mettais l'oreille droite devant, puis je me suis dit, mais c'est pas normal, j'ai deux bras, j'ai deux jambes, je dois pouvoir travailler de l'autre côté. Mais l'handicap faisait que j'étais dans l'inconfort total. Mais pas dans l'inconfort d'utiliser mes membres, mais dans l'inconfort de l'équilibre et du déséquilibre. Alors j'ai mis au point une technique de déséquilibre pour retrouver de l'équilibre de l'autre côté. Et en force de m'handicaper pour y arriver, mais je suis devenu plus fort à gauche qu'à droite. Donc ça a été pour moi une révélation. Et à partir de ce moment-là, je l'ai partagé aux moins valides. Et ce qu'il y a de bien avec les moins valides, c'est que quand ils ne sont pas convaincus, mais qu'on leur donne la permission, ils deviennent très étonnants. Et ils m'ont appris qu'il y avait une force dans le handicap. Et comme je l'avais vécu moi-même, ça a complètement modifié l'approche de l'entraînement du karaté avec tout le monde. Et ma passion, c'est d'aider quelqu'un qui est moins fort à devenir fort. Et ça se communique bien, parce que quand quelqu'un se sent faible et qu'il a l'opportunité de devenir fort, il s'y engouffre. Et donc j'ai pu former des moins valides à un très haut niveau, mais ça donne aussi l'opportunité à tout un chacun qui n'est pas fort de dire, ben, si l'handicapé y arrive, moi aussi. Et c'est ça la motivation. On est très très vite motivé quand on se rend compte qu'on peut se dépasser, qu'on dépasse et qu'on arrive au résultat. Et donc, ce qui fait que ben, le résultat est que les gens sont passionnés et que, en fin de compte, sur le nombre important d'élèves que j'ai eu et que j'ai toujours, il y en a qui m'accompagnent depuis pratiquement le début. Mhm. C'est qu'en fait, c'est peut-être contagieux. Ah, ça, c'est la meilleure technique, c'est sûr. Ouais. Passion. C'est un peu ça qui rend les gens, et ils sont tous passionnés. J'en ai un nombre incroyable qui vivent que de ça. Est-ce qu'en fait, cette discipline qui est nécessaire dans les arts martiaux, mais aussi évidemment une certaine un équilibre du corps, de l'esprit, dans la pratique quotidienne ou hebdomadaire selon les gens, en fait, elle contribue beaucoup par la maîtrise de la respiration, de la concentration, l'hygiène de vie, finalement à être en forme. Et comment est-ce que, si on vous posait la question, enfin, si je vous la pose la question, comment tu définirais la notion d'être en forme par rapport à cette philosophie d'arts martiaux? Moi, je suis passé dans l'extrême. Quand je faisais 8 heures par jour, j'étais un vrai ascète. Je touchais à rien, je ne buvais pas, je mangeais peu, je faisais attention à ma nourriture. C'est vrai que ça m'a aidé dans beaucoup de cas à être bien, mais je me suis rendu compte que ça rendait parano Mhm. et que c'était pas un bon équilibre. En fait, je me déséquilibrais par vouloir trop bien faire. Et lors de mes lectures, j'ai lu un livre, L'homme c'est inconnu, d'Alexis Carrel, qui dit que la force de l'homme, c'est l'adaptation. Ça va bien avec la force par le handicap. Ouais. Et c'est d'être capable de s'adapter de tout. Et ça m'a suffisamment interpellé pour me dire, en fait, on peut tout, c'est la dose qui fait le poison. Ouais. Donc, rien de trop. Ouais. Donc, pour moi, on peut
boire, manger, ce que l'on veut, ce qui compte, c'est de ne pas tomber dans l'excès. Et surtout que ce soit dans la confrontation. Comme je l'explique dans le livre, quand on confronte, le corps s'adapte immédiatement. C'est quand on fuit, il s'adapte, mais à l'inverse. Il nous sanctionne. Pourquoi est-ce qu'il nous sanctionne? Parce que s'il estime que ça peut nous nuire gravement, il veut qu'on se souvienne de cela, mais de manière assez négative pour qu'on ne le reproduise pas. Donc c'est un bel indicateur. Quand mon corps rejette, je me dis, ok, je suis trop loin. Ouais, c'est vrai. Et c'est intéressant de le voir, parce que aseptiser tout, pour moi, c'est pas une bonne condition de survie. La survie, c'est s'adapter. Et quand on voit la nature, avec tous les changements que la nature a su produire, pour moi, c'est ça la force. Donc s'adapter à ce qui est dangereux, à ce qui peut nuire. C'est ça la force. Donc, pas d'excès. Mais l'excès contraire de l'abstinence, pour moi, est une erreur. Il faut que ça reste harmonieux. Voilà, c'est ça mon idée. C'est intéressant. Alors, justement, dans la survie, ce qui est intéressant, effectivement, dans le livre, c'est qu'on voit que dans les conflits qui sont liés à la survie, c'est des conflits sans règle, à mort, qui sont très violents. On tue par derrière, oui, si on peut, exactement. Et c'est quelque chose qu'on retrouve dans le monde animal entre espèces. Le loup va tuer rapidement et efficacement l'animal. Dans le monde humain, nous avons, et aussi à l'intérieur de certaines espèces, comme justement à l'intérieur d'une espèce de loup. D'ailleurs, le livre commence avec un exemple entre deux loups. J'ai trouvé très intéressant comme départ de livre. Chez l'être humain, on est capable de gérer de structurer le conflit et de le ritualiser pour éviter que ça devienne justement la destruction à tout le temps et à tout prix, etc. Une des questions qui revient souvent dans les gens qui suivent un petit peu ce que j'explique dans mes livres par rapport à se préparer à des problèmes de crise économique ou sociale, etc., c'est qu'on va devoir gérer énormément de conflits. Et si on les gère de manière de survie, ça devient très violent. Ça devient même humainement très pénible, difficile, parce qu'on parle de mort, on parle de... Et comment est-ce que... quelle a été, en fait, d'abord la démarche? Comment est-ce qu'on arrive, justement, lorsqu'on a un conflit avec peut-être un inconnu, ou comment on arrive à le transformer en un conflit rituel où, finalement, il ne s'agit plus de se tuer, il ne s'agit plus de survie, mais il s'agit éventuellement de mettre en place des hiérarchies ou des soumissions éventuelles, ou simplement un moyen de vivre ensemble. Ça m'intéresse beaucoup. Alors, c'est bien pour cela que j'aborde les neurosciences. Le cerveau reptilien qui reçoit en premier l'information, il va la trier en dangereux ou pas. S'il n'y a pas de danger, il va ritualiser. C'est donc une relation humaine. Et donc, pour pouvoir contrer une prédation, il est important de confronter. Plus on confronte un prédateur, moins il va prendre de risques parce qu'il risque de mourir et de s'affaiblir. C'est basique, mais on ne le sait pas. Ça. On s'imagine que le prédateur, c'est un guerrier capable de subir toute épreuve. Ce n'est pas vrai. C'est un lâche, il fait ses coups par derrière, c'est juste manger qui l'intéresse, sans risque. Donc il ne se prête pas à voir. Et nous avons tous tendance à vouloir contrer ce genre de danger. Comment? En faisant du bruit, en nous montant dangereux. Plus on se monte dangereux, plus on fait fuir les prédateurs. Le problème, c'est que quand on confronte et qu'on se met en colère, on apaise peut-être le reptilien puisqu'on n'est plus à danger de prédation, mais on bascule dans la relation humaine qui demande et qui attend comment allons-nous être ensemble, quelle est ma place et qui suis-je par rapport à toi. Suis-je au-dessus ou en dessous? Égal, je ne sais pas. Est-ce que je vais pouvoir te faire confiance? Est-ce que je vais pouvoir te tourner le dos? Et l'effet de la colère et de la confrontation nous pousse à nous battre. Et ce qui est très particulier, c'est qu'on a engrangé en nous le fait de fermer les poings. Et quand on ferme les poings, on entre dans une lutte rituelle où on se garantit mutuellement qu'on ne va pas se tuer. Et c'est ça qui est génial, parce que quand on a vérifié qu'on s'aime ou qu'on ne s'aime pas, je dirais même plutôt qu'on ne s'aime pas, qu'on ne s'apprécie pas, qu'on ne s'est pas tué, ben lui,
je vais à la guerre avec lui parce que je peux lui tourner le dos. Donc c'est basique, c'est simple, ça se résume à ça. Si je peux aller à la guerre avec lui, lui tourner le dos, même si je l'aime pas, je sais que je peux lui confier mon portefeuille, il me dira les choses en face. Et ça, c'est plus précieux que le prédateur. Donc on a besoin de connaître notre place, peu importe d'être chef ou pas, on s'en fout. Pas important d'être le chef, parce que c'est souvent même très risqué. Donc, ok, si c'est moi, j'assume, mais si c'est pas moi, je suis. Donc c'est intéressant donc d'avoir cette relation conflictuelle, rituelle, avec une seule règle, c'est un réducteur de complexité, pas d'attaque au point du tout. Mais c'est pas parce qu'on le dit qu'on ne va pas le faire, c'est parce qu'on ne l'a pas fait que c'est vrai. Ça, c'est facilitateur. Donc, on va se battre, on ne se connaît pas, à la fin du combat, on ne s'est pas tué. Ok, on va aller boire un verre ensemble, toi je peux te faire confiance, je peux te tourner le dos. Ça, c'est magique. C'est magique chez l'homme et la femme, mais il y a une différenciation qui va se faire entre l'homme et la femme. L'homme va plutôt avoir envie de se mesurer physiquement, et la femme va plutôt avoir envie de se mesurer émotionnellement. Ce qui est d'ailleurs antagoniste pour l'homme et pour la femme. Si l'homme se mesure émotionnellement, il s'affaiblit, et si la femme se mesure physiquement, elle s'affaiblit. Mais si chacun attend de l'autre le mode d'emploi de l'autre, ça devient conflictuel, mais plutôt délétère. C'est vrai. À apprendre. Et une fois que ces deux cerveaux sont apaisés, ben, tout est possible. L'esprit peut construire et déconstruire, fabuler, inventer des mondes. Ça va tout seul. Il n'y a plus de danger. Donc, si j'imagine sur un tatami, effectivement, le conflit avec des points est très ritualisé, dans des situations peut-être urbaines, dans un bar le soir, et puis complètement dans un autre domaine, dans une entreprise où il y a des conflits où on ne va pas se battre physiquement, encore que ça arrive, mais enfin en général, on se bat d'une manière peut-être plus féminine d'ailleurs, plus émotionnelle, avec des mots ou avec mais même par des luttes d'influence pour des postes, voilà. Comment est-ce qu'on identifie aussi, comment on place la différence justement entre conflit de survie, conflit ritualisé? C'est assez facile. Conflit de survie, on ne le voit pas. C'est caché, c'est sournois, c'est par derrière, on ne sait pas identifier qui est qui. Donc c'est le règne de l'inconnu. Donc ce qui se fait en face et qui fait du bruit, c'est d'office rituel. C'est quand même facilitateur. Alors dans la rue, quand on s'interpelle l'un l'autre et qu'on décide de se battre, on est en plein rituel. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'on ferme les poings. Parce que dans la rue, si on veut tuer, on se cache, on attend la proie et on le tue par derrière. On ne lui demande pas son avis. On prend un fusil à lunettes et on le tire de loin. Donc, celui qui veut tuer ne s'annonce pas. Il le fait, puis il négocie après. À l'inverse, celui qui ne veut pas tuer, ce qui est très profondément humain, c'est justement de préserver la vie. Eh bien, spontanément, ça va se mettre en place. Et voilà. Et on va être rituel. Et c'est pour ça que dans la rue, les défis qui se font, ce sont des défis hiérarchiques en réalité. Qui tu es toi, tu es chez moi, sur mon territoire, pourquoi tu me regardes comme ça, tu me défies, ben, tu vas voir qui est le plus fort. Donc là, ça va être une bagarre. Voilà. Mais comme la plupart des gens sont des peureux, ils ont très peur, et qu'ils sont induits par la confrontation, naturellement, ben, ils vont chercher à bluffer suffisamment loin que pour que l'autre renonce. En règle générale, ils sont rarement prêts à assumer une bagarre. D'accord. Et les bagarres sont jamais très longues dans la rue. C'est quelque chose qui dure dans les quelques secondes. Sinon, ce sont deux maladroits qui ont trop bu et qui se roulent par terre, ils sont trompés de règle. Mais en règle générale, une bagarre de rue, c'est rarement long. C'est très 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 court, c'est vite expédié. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que naturellement on ferme les poings et on ne cherche pas à tuer. On cherche juste à éloigner l'autre et qu'il nous foute la paix ou de lui prouver qu'on est plus fort. En tout cas, ça c'est typiquement vers ce genre de conflit que même dans des situations de crise très lourdes, où on parle de crise sociale profonde avec des pillages, des choses comme ça,
si on arrive à éviter justement le conflit à mort qui peut être cruel, qui peut aussi durer longtemps. Parce que si quelqu'un est caché et puis qui tue tous ceux qui s'approchent, ça peut durer des jours avant Tout à fait. Oui, mais ça, on ne sait pas le Et voir. ça, on Tant sait qu'on pas. l'a pas identifié, on est en Exactement. danger. Dès qu'on l'a Exactement. identifié, le danger diminue. Mais si on arrive plutôt à arriver dans le rituel, on arrive finalement à reconstruire des relations de civilisation et donc de civiliser, et donc d'éviter aussi les souffrances inutiles, les morts inutiles, et c'est quelque chose qui est souhaitable. Mais on n'est pas spontanément tueur. Mm. L'être humain n'est pas un tueur né. Il le fait pour des conditions bien particulières. Quand on touche à sa famille, donc à son honneur ou à sa culture, il pète les plombs. Alors un élément, ça me fait penser à un élément qui est peut-être pas dans ce livre, mais qui est peut-être dans le prochain, c'est justement les anomalies qui sont malheureusement de plus en plus fréquentes, comme typiquement la psychopathie ou la sociopathie. Est-ce que cette approche-là, qui est... Moi j'ai l'impression que c'est de plus en plus présent dans les sociétés modernes. Oui, mais ça l'était bien avant qu'on soit dans la société moderne. Quand on regarde au Moyen-Âge, ça existait déjà. Mhm. Ce qui est fabuleux, c'est que le reptilien et le limbique, ce sont des prérequis. C'est des disques durs qui sont rarement abîmés, en tout cas qui autorisent et qui permettent la vie. Ces deux-là sont tellement puissants qu'ils imposent ces lois. Et donc, on est spontanément rituel. Qu'est-ce qui bascule? Souvent, c'est la raison. C'est le néocortex avec son raisonnement, son éducation, ses croyances. Tout ça induit les personnes dans l'erreur. Mais, force est de constater que lorsque les gens ont anesthésié leur néocortex, ils deviennent plus reptiliens, plus limbiques, donc rituels. Plus facilement qu'on le croit. D'accord. Et il est facile de déconnecter quelqu'un de ses lubies mentales. D'abord, il prend une drogue, il est déconnecté. Mais son corps va réagir à tout ce qui est rituel. Par exemple, on va le toucher avec paix, il va se calmer. Comme on pourrait le faire avec un cheval. Et avoir un ton qui apaise. Ce n'est pas les mots que l'on utilise, c'est le son, la vibration sonore qui apaise, qui touche tout de suite. Je ne suis pas un prédateur. Je peux être un allié. Et ça, cette vibration, nos vieux cerveaux le captent à la seconde. Et donc, s'y inscrivent tout de suite. Et c'est ça qui est fabuleux, parce qu'il y a plein de choses qui nous mettent tout de suite. Par exemple, toucher le bras, ou toucher quelqu'un qui est en crise, mais avec paix, tout de suite comme ça. Ça l'apaise. Par exemple, quelqu'un qui est en colère, lui demander d'ouvrir les mains, sa colère va disparaître. Intéressant. Alors récemment, là, je sors en ce moment même mon troisième livre qui parle des femmes et la crise en général et donc le conflit potentiel. Typiquement, les femmes sont souvent les victimes de violences, souvent plus que les hommes, en tout cas certaines violences, c'est sûr. Comment est-ce que cette prédation, parce qu'un viol c'est presque un conflit de survie quelque part, On touche à un point tout à fait important. Comment est-ce qu'une femme qui est face à une certaine violence peut justement dégoupiller cette violence masculine ou peut être féminine aussi, mais comment est-ce qu'une femme particulièrement peut faire pour dégoupiller, pour calmer ce conflit, ou plutôt aller vers un conflit qui se ritualise sans danger pour elle? Évidemment, plus on a de prérequis, plus ce sera simple à comprendre. Hein. Nous sommes fondamentalement différents et complémentaires. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'homme ira plus vers la lutte physique, la femme plus vers la lutte émotionnelle. Mais quand la femme va vers l'émotion à un homme qui ne peut pas entrer dans l'émotion, il va fuir, ce qui va générer chez la femme une surenchère. Et donc, quand l'homme se sent défié, sa pulsion première pour ne pas se battre, c'est de s'écarter. Mais s'il est poursuivi, il vient à la confrontation. Mais la confrontation masculine est plus particulièrement du pugilat, de se battre. Donc, ça devient un danger. N'ayant pas identifié que remettait en cause la hiérarchie chez l'homme. Ça ne veut pas dire qu'il est remis en cause en tant que chef. Il est simplement remis en cause en tant qu'individu
ne participant pas à un groupe. Comme il n'a pas sa place, comme il est rejeté, ben, il veut prouver qu'il mérite sa place. Comment on l'a mérité? Ben, en se battant. C'est typiquement reptilien et labique. Et pour la femme, c'est au contraire, une femme a très difficile de supporter l'hypo-émotivité. D'accord? Quand l'homme ne montre pas ses émotions, elle est anxieuse. Ouais. Et plus elle est anxieuse, plus elle veut faire toucher l'homme dans ses points sensibles pour qu'il partage une émotion. Comme il ne va pas la partager et qu'il a plutôt tendance à se battre, bien, tous ceux qui sont mal éduqués vont plutôt suivre cette pulsion que la raison qu'il y a derrière. D'où le nombre important de conflits dans le couple. Ouais, tous les hommes mariés le savent. Mais pour avoir traité énormément de cas de femmes battues et leur avoir expliqué très simplement, moi je me positionne en tant que maître d'arts martiaux et en disant voilà, elle ne peut pas empêcher les gens d'être violents autour d'elle, mais elle peut empêcher d'en être la victime. Ouais, ça c'est important. Et quel est son pouvoir? Elle doit identifier quel est son pouvoir. Donc quel est le déclencheur de la bagarre? Et quand elle a identifié le déclencheur, elle a le pouvoir de ne pas déclencher. Ça lui sauve la vie. Maintenant, si on y met derrière des états d'âme comme nous sommes tous égaux, l'égalité entre hommes et femmes, et que tous ces préjugés interviennent, enfin, c'est quoi ça comme discours? Alors, on va se déconnecter de la raison qui fait que, même si c'est mon droit d'être égaux, d'accord? C'est la loi, j'y ai droit. Mais je compare ça à la priorité de droit. La priorité de droit, j'ai droit. S'il y a un 40 tonnes qui arrive et que je lui barre la route parce que j'ai droit, je meurs dans mon droit. C'est pas bon. Je préfère rester vivant dans le bon sens. Je le laisse passer et je rattraperai de toute façon après. Je pense que dans la vie de tous les jours, que ce soit les femmes, les enfants, les handicapés, les hommes, qui que ce soit, à partir du moment où on a identifié qu'est-ce qui déclenche le combat, le conflit, d'accord, on a le pouvoir de ne pas le déclencher. Et de toute façon, pour qu'un conflit existe, il faut être deux. Ça, c'est Donc, vrai. si mon pouvoir est d'empêcher qu'il ait lieu, si celui-ci m'appartient, donc j'ai le pouvoir de dire non. Mais de ne pas dire non au conflit que j'ai déclenché. Non, je ne le déclenche pas. Et en même temps, il faut être deux pour dégoupiller le non, un seul le... suffit. Surtout si c'est celui qui pousse sur le bouton explose. Oui, d'accord. Un seul suffit, donc c'est le pouvoir d'un seul. Donc vrai. ça peut être aussi bien l'homme que la femme. D'accord. Si moi, en tant comme je décide que je connais le principe et que je sais que ça fonctionne comme ça, qu'est-ce que je vais faire? Ben, c'est mon pouvoir. Quand je vais m'apercevoir que je rentre dans cette procédure, dans ce schéma-là, ben, comme c'est le mien, je peux le désamorcer comme je veux. Parce que c'est ma décision. Et c'est magique chez l'autre aussi. Donc, c'est pas un ou l'autre, c'est le premier qui le déclenche, qui va arrêter d'appuyer sur explose, qui entre guillemets va gagner. Que ce soit l'homme ou la femme. D'accord. Voilà. Maintenant, c'est bien plus complexe. Non, Ici, c'est on sûr. vient juste d'en C'est parler sûr. en deux mots. Non, en tout cas, ça mérite d'être réfléchi plus en profondeur et analysé en profondeur. En tout cas, j'ai trouvé que l'approche dans le livre d'amener justement par la réflexion sur la structure neurologique de notre cerveau et puis ensuite sur les différenciations de conflits et puis comment gérer les situations de crise, il était vraiment bien et bien fait, bien apporté et que voilà, en fait on a presque envie d'en savoir plus, donc on attend la suite. J'ai pas répondu à la question comment transposer dans l'entreprise. Ah oui. Alors en fait, l'être humain, qu'il ait la casquette de chef d'entreprise, d'ouvrier ou autre, les deux cerveaux fonctionnent de la même façon. On n'aime pas ce qui est dangereux, l'inconnu, la surprise, la prédation. Donc on va avoir tendance à se fâcher. Le problème, c'est que quand on se fâche, on remet en cause la hiérarchie. Alors il faut préparer la hiérarchie pour qu'elle comprenne qu'elle ne soit pas remise en cause et qu'on puisse dire ce qu'on a à dire. Donc l'idéal, le réducteur de complexité, c'est de demander l'autorisation. Sur votre respect, m'autorisez-vous à dire ce que je pense? Si la réponse est non, alors il ne faut pas le faire. Si la réponse est oui,
Eh bien, il vient de dire qu'on peut y aller. Pourquoi s'en priver? Mhm. Mais il est dangereux de dire une vérité qui blesse sans anesthésier un petit peu. Ouais, c'est vrai. Donc il faut, celui qui veut utiliser la vérité avec l'autre, il doit faire en sorte qu'il prépare le terrain pour que cela soit supportable et que ça ne soit pas pris comme une remise en cause de la hiérarchie. Donc de ma place dans le groupe, qui est, elle, très dangereuse. Si je perds ma place, je deviens isolé, donc une proie. Mhm. C'est pour ça que les gens réagissent avec tant de violence face à ce genre de situation de crise quand on remet en cause la hiérarchie. Mhm. Très bien. Une toute dernière question. Ça fait des mois que j'essaye de joindre Jean-Claude Van Damme. C'est un Belge très connu. Comment je fais à le joindre? Le mieux, c'est de joindre son professeur, Claude Gutz, qui habite à Bruxelles, qui se fera un plaisir de faire le lien. Mais en direct, il y a tellement de barrages j'imagine qu'il ne laissera pas passer. Mais par là, c'est un moyen privilégié de l'atteindre. Non, mais en tout cas, je sais que vous l'avez connu, donc voilà, c'était l'autre Belge que je connais qui a fait des arts martiaux, mais je ne le connais pas personnellement. En tout cas, merci.